Il me regardera dans les yeux, il me dit vous vous souvenez pas de moi? Je dis non. Il me dit c'est moi qui vous ai collé 10 ans de prison. Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Lumière Nord Productions. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste qui s'appelle Berthéwan, un artiste contemporain, graffeur, dessinateur et auteur de bandes dessinées. Moi Comment aussi, vas-tu, Berthéwan? ça va super bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bah non, mais c'est un honneur de te recevoir. Pourrais-tu te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, Berthéwan? Bah, comme tu viens de le dire, je m'appelle Berthé, c'est mon vrai prénom, Berthéwan. D'accord. Je suis graffeur, je suis auteur de bande dessinée, je Ok. suis street artiste. D'accord. Je répète ce que tu as dit. Berthé, tu as grandi à La Courneuve. Pourrais-tu nous raconter un peu ton adolescence, comment tu as grandi? Ben, j'ai grandi à La Courneuve, j'ai eu une adolescence tout à fait normale, une enfance tout à fait normale. J'ai eu la chance d'avoir des parents au top Ok. qui m'ont inculqué à mes frères et sœurs et moi les valeurs qu'on connaît, le travail, etc. Famille nombreuse. Et Berthéwan, malheureusement, au mesure que tu grandissais, malheureusement, tu as grandi, comme tu as dit, à La Courneuve. Tu as grandi dans un quartier. Comment tu as réussi à faire ta place dans ce quartier-là exactement? Alors, j'ai grandi dans le quartier des 4000. D'accord. J'étais un jeune, j'ai envie de dire, tout à fait normal, bien élevé, etc. Sauf que, comment je pourrais dire ça? Euh, c'est comme si j'avais une double personnalité. C'est-à-dire qu'à la maison, j'étais l'enfant modèle, etc. Et une fois dehors, eh ben, on va dire que j'étais quelqu'un qui avait une obsession, c'était de gagner des sous. D'accord. Et justement, tu as fait malheureusement des délits en étant plus jeune. Pourrais-tu nous raconter un petit peu cette période? Comment tu as commencé? Dans quel... Alors, on va dire que très jeune, j'ai commis des délits d'enfant, en fait. Mais au fur et à mesure que je grandissais, bah, j'ai commencé par voler des vélos, puis j'ai fini par braquer des bijouteries. Je me suis retrouvé, en fait, condamné à une lourde peine de prison. J'ai été condamné 10 ans. Euh, je suis sorti en conditionnel au bout de 5 ans. Et puis, ça a été un renouveau pour moi, à ma sortie de prison. D'accord. Et pourrais-tu nous parler un peu de ton expérience que tu as eue justement dans les braquages? En fait, ça a été un petit peu l'histoire de qui vole un œuf vole un bœuf. C'est-à-dire, je suis jeune, j'essaie de gagner des sous, j'ai envie de dire, à l'époque en tout cas, malhonnêtement. Et je commettais des petits délits, de fil en aiguille, je grandis, et puis on cherche à gagner des gros sous. Et puis on s'est dit, ben, on va aller directement à la source, en fait. Donc, on a fini dans des bijouteries. Et Berthéwan, pourrais-tu nous expliquer justement pourquoi tu es parti en prison? Pourrais-tu nous raconter un peu le cheminement du dernier vol à main armée que tu as pu faire? C'est tout simple, hein. Je me suis fait attraper sur un vol à main armée. D'accord. C'était Je quoi me suis... exactement? C'était une bijouterie? C'était une bijouterie D'accord. dans les beaux quartiers. Et je me suis pas fait attraper sur les faits, en fait. Je me suis fait attraper quelques mois plus tard. Et puis, c'était direction prison, tout simplement. Donc, tu as connu la prison, comme tu le disais, Berthéwan, 10 ans exactement, c'est une grosse peine. Quelle a été ta première impression quand tu es arrivé le premier jour? En fait, c'était la deuxième fois que je faisais de la prison. D'accord. La première fois, j'avais 18 ans et j'étais condamné à, à un mois de prison. D'accord. Je connaissais pas du tout la prison. Je veux dire, je connaissais pas du tout la prison physiquement, mais je la connaissais par cœur à cause de tous les grands du quartier qui nous racontaient en fait comment c'était la prison. On les voyait rentrer, on les voyait sortir, et nous, les plus jeunes, on les écoutait. Et du coup, je connaissais déjà les rouages. Ce qui fait que resté 3 semaines en prison, j'arrive et il y a les grands de mon quartier, il y avait plein de grands du quartier, des quartiers que je connaissais, qui m'accueillent dans la prison, moi tout petit, et du coup, la prison, ça m'a pas fait peur la première fois. En même temps, j'étais gamin et j'avais pris un mois de prison. Je savais que j'allais rester 3 semaines. Ce qui était censé me faire peur, eh ben, c'est devenu pour moi l'école du crime. Ce qui a fait que dès que je suis sorti au bout de 3 semaines, je connaissais encore plus de choses que lorsque j'étais rentré. Et c'est pour cette raison que j'y suis allé crescendo, en fait. La deuxième fois où je fais de la prison, j'ai 29 ans. Je suis condamné à 10 ans. Et c'est là où je me dis, en fait, là, c'est sérieux. Et je remarque une chose tout de suite aussi, c'est que autour de moi, il y a énormément de personnes que je connais. Et je me dis, purée, en fait, j'ai rien à faire là, dans le sens où je comprends pourquoi un tel et un tel sont ici. Chacun a ses galères, chacun essaie de remédier à ses galères comme il l'entend. Alors que moi, je me rends compte que j'ai une famille au top qui m'a inculqué les valeurs qu'on connaît.
Et c'est moi qui ai qui ai mal géré. C'est moi qui ai pris les mauvaises décisions. Et du coup, tout de suite, je me dis, il est temps de passer à autre chose. Je vaux mieux que ça. Et j'ai décidé d'écouter ce que me disaient mes parents. Mon père, lui, pour lui, c'était pour s'en sortir. Donc j'ai décidé de reprendre ma vie en main et surtout d'écouter ce que me disaient mes parents. J'ai ma mère qui depuis toujours en fait dit à tous ses enfants, pour s'en sortir dans la vie, rien de mieux que les études. Et donc c'est la raison pour laquelle tous mes frères et sœurs d'ailleurs ont poursuivi les études. Et mon père, lui, c'est les études, c'est bien, mais c'est pas pour tout le monde. Le principal, c'est de bosser. Et peu importe le taf que vous ferez, il n'y a pas de sous-métier en fait. Et donc, je suis en prison, je regarde ce qu'il y a autour de moi, je me rends compte que déjà moi, je suis plus en cérébral. Et en prison, on propose des formations du genre cariste, etc. Je me suis dit, je vais plutôt reprendre mes études. Raison pour laquelle j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai passé un bac et un BTS. Et justement, il y a le dessin aussi qui est entré en jeu. Et justement, à quelle période t'as commencé vraiment à aimer le dessin? C'était en prison ou déjà en amont? Alors non, pas du tout. Moi, je dis souvent que je suis de la génération du Club Dorothée. D'accord. J'avais 10 ans, je regardais Club Dorothée, je voyais Cabu dessiner et je me disais, purée, c'est ça que je veux faire plus tard. Le problème, c'est que dans la famille dans laquelle j'étais, quand on me voyait dessiner, on me disait, arrête tes bêtises et fais tes devoirs. Et les profs à l'époque, c'était pas les profs 2.0 d'aujourd'hui. C'était pire que ça. C'est quand on me posait la question, tu voudrais faire quoi plus tard, Berthé? Et que je répondais, j'aimerais devenir dessinateur. On me répondait, choisis plutôt un vrai métier. T'as beaucoup dessiné en prison, Berthé? Alors en fait, j'étais en prison et je me sentais un peu comme un journaliste en immersion. D'accord. Je vivais des choses, je voyais des choses. Moi qui viens de la culture hip-hop, je connais plein d'artistes qui sont passés par la case prison et qui sont sortis en écrivant des albums. À l'époque, dans mon quartier, il y avait un mec qui s'appelait Alibi Montana, qui a écrit son premier album, 1260 jours, comme ça. En fait, j'ai rien inventé. C'est-à-dire que certains sont rappeurs, certains sont écrivains, et certains donc ont écrit des textes de rap, ont sorti même des albums de rap, que ce soit Booba, que ce soit Alibi, il y en a plein. Certains ont écrit des livres, et même les anciens, des mecs, je sais pas moi, des mecs comme Victor Hugo, sont passés par la case prison. Et donc certains ont écrit des livres, et moi je me sentais comme un journaliste en immersion, je vivais des choses, je voyais des choses, et comme j'ai un petit peu d'humour et l'humour de quartier, un petit peu sarcastique, pour ne pas dire urticant, eh bien je me suis dit je vais raconter moi aussi comment ça se passe en prison, mais avec de l'humour et de la dérision. C'est comme ça que j'ai sorti mon premier album, qui s'appelle Vive la liberté et l'évasion. D'accord. Et tu l'as conçu en prison, cet album? Entièrement en prison. D'accord. Et il parle de quoi exactement, cet album? En fait, ça raconte l'univers carcéral, mais avec humour et dérision. Et pour moi, c'est plus qu'une BD, parce que c'est un outil social aujourd'hui sur lequel je m'appuie pour faire de la prévention auprès des jeunes. Donc aujourd'hui, je retourne dans les prisons, je retourne dans les maisons de quartier, dans les médiathèques. Tout simplement, comme je suis un mec un peu taquin, à ma sortie de prison, j'ai fait un partenariat avec le ministère de la Justice pour que je puisse retourner dans les prisons. Et donc, j'ai monté une association, et mon association, en fait, aujourd'hui, elle intervient dans les prisons, dans toutes les prisons en France. Et Berthé, tu parlais d'Alibi Montana il y a quelques secondes. Justement, comment tu vois sa réussite après sa prison, bien sûr, dans le rap français? Eh ben, j'ai envie de dire déjà, c'est un exemple. C'est un exemple dans la mesure où il vient d'un quartier qui est pas facile. Il est passé par des moments difficiles, comme beaucoup de jeunes dans les quartiers, malheureusement, ont vécu. Mais maintenant, ce qui fait la différence, c'est la force mentale et le fait de savoir qu'il a un talent. C'est-à-dire que, moi, je dis souvent aux jeunes qu'on a tous un talent, on a tous quelque chose. Le but, c'est de savoir lequel et de savoir travailler ce talent-là. Alibi, en ce qui concerne Alibi, il est en prison, il écrit, parce qu'il sait qu'il a ce pouvoir. Et surtout, à sa sortie, il laisse pas ça comme ça. Ça, c'est ce qui fait aussi la différence. Berthé, comme on le disait aussi, t'étais condamné à 10 ans de prison. Comment s'est passée ta sortie? Ton premier jour, comment tu l'as ressenti, ta sortie de prison? Ma sortie de prison, déjà, je suis sorti en conditionnel. Et donc, c'était pas prévu.
Enfin, quand je dis que c'était pas prévu, c'est quelque chose que j'ai travaillé en prison parce qu'on travaille sa sortie aussi. Et donc, je savais que j'allais sortir, mais je ne savais pas quand. Et surtout, je savais que une fois dehors, il fallait que je passe à autre chose. Par contre, j'ai toujours eu un esprit d'entrepreneur. Et je me suis dit, j'ai un talent, il faut que j'arrive à allier les deux, en fait. Et donc, au lieu de travailler pour quelqu'un, le mieux, ce serait que je puisse travailler pour moi. À la base, j'avais quand même un plan. J'avais repris des études pour pouvoir travailler dans une boîte de communication. Mais rapidement, à ma sortie, j'ai fait ma première expo rue du Faubourg Saint-Honoré, dans les beaux quartiers de Paris. Et ce qui se passe surtout, c'est que les médias s'en mêlent. Du coup, je passe sur TF1, etc. J'ai réussi en fait à rassembler mes potes, mes connaissances, toutes les personnes qui peuvent donner de la force en fait. Et du coup, le jour de l'expo, c'est carton plein. Je vends des dessins. Il y a les médias qui sont là. Et je me rends compte surtout que je suis capable. Je me rends compte que mes dessins plaisent. Parce que je ramène mes copains, mais je me rends compte qu'il y a tout un panel en fait. Le jour de l'exposition. Il y a les gens qui habitent aussi bien le 8e, le 16e, que les gens qui habitent le 9-4, le 9-3. Il y a des journalistes, il y a vraiment de tout, quoi. Et je me dis que il faut y aller. Je me sens artiste et c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je donne à fond. Et c'est à ce moment-là, Berthé, que tu t'es dit que tu allais en faire ton métier? Non. Bien au début? Comme je disais, en fait, le moment précis où je me suis dit que ça allait être mon métier, c'est quand je suis en prison et que je participe à un concours au Festival d'Angoulême. Un concours qui s'appelle Transmuraille. J'ai même pas envie d'y participer, mais tout le monde me tanne pour que j'y participe. Ils m'ont tellement saoulé que je donne un dessin et j'apprends 6 mois plus tard que c'est moi qui gagne. Et quand j'apprends que c'est moi qui gagne, eh bien, j'ai un parloir. Surprise, c'est pas ma famille. C'est un monsieur qui est là. C'est un éditeur qui se présente. Moi, au départ, je ne sais pas qui est cette personne. Je pense même que c'est la police qui me ramène encore une affaire. Et finalement, il se présente, c'est un éditeur qui me dit qu'il a vu mes dessins à Angoulême et qu'il souhaite travailler avec moi. Il souhaite être mon éditeur. Et c'est là où je me suis dit, il va falloir que je réfléchisse bien, parce que là, on est en train de parler boulot, on est en train de parler de quelque chose qui me plaît, et surtout, je ne vais pas me faire avoir. Ouais. Et donc, au lieu de signer bêtement, rapidement, eh bien, je le fais patienter. Et j'ai bien fait de le faire patienter, parce que le fait que je le fasse patienter, il me restait encore quelques temps avant de sortir en conditionnel. D'autres éditeurs m'ont contacté et m'ont proposé des contrats. Et les propositions, Berthé, que tu as eues, ils étaient encore mieux? Alors, pas spécialement, c'était des contrats, d'ailleurs, je les avais même pas lus, c'est simplement qu'il y avait des éditeurs qui me ramenaient des contrats, qui souhaitaient travailler avec moi, et moi, surtout, j'ai pris mon temps. Et je m'étais dit, heureusement pour moi que j'ai repris mes études. Et en plus, comme on dit chez nous, dans les quartiers, eh bien, on va pas se faire berner. C'est pas vraiment comme ça qu'on le dit, mais je vais le dire comme ça. Non, mais ça fait bien sûr, bien sûr. Et du coup, le truc, c'est que j'ai pris mon temps et j'ai négocié. Je les ai fait patienter. Et le jour où on me propose ma première expo, j'ai invité tous les éditeurs qui m'ont proposé un contrat. Ils ont vu le succès que l'expo a eu et que je me suis retourné vers eux en leur disant, alors les gars, avec qui je bosse? Et du coup, maintenant, proposez-moi quelque chose de sérieux. T'as fait jouer la concurrence? C'est ça. C'est bien. Et t'as réussi à attirer le meilleur des propositions que t'as reçues? J'ai attiré le contrat qui m'intéressait le mieux. D'accord. Où je me sentais libre de faire les choses que je pouvais faire. Et d'ailleurs, ma première BD, j'ai réussi à la faire, non pas comme un auteur de bande dessinée, mais je me suis comparé un peu à un rappeur, en fait. D'accord. Chose qu'ils ne connaissaient pas dans le milieu de l'édition. Et ben, moi, j'ai pu faire des choses qu'eux ne connaissaient pas. J'ai fait des radios pour de la BD. J'ai mes potes artistes qui ont contribué. Il y a des rappeurs comme Youssoupha qui ont parlé de ma BD à la télé. On est passé sur des radios de rap, etc. Ouais, t'as un petit peu modernisé un petit peu ce milieu. C'est ça. C'est ça. T'as apporté ta touche, ta vision de voir les choses aussi. Et C'est justement, ça, c'est ce qui t'a permis d'être là aujourd'hui. Comme je dis encore,
J'ai rien inventé en vérité, hein. Moi, je me suis simplement calqué sur la culture hip-hop, sur la culture de la rue, et j'ai ramené ça dans la sauce BD en fait, chose qu'ils ne connaissent pas. Quelles sont tes plus grandes influences artistiques, que ce soit dans le graphisme, dans le BD ou ailleurs? Ben, je dirais que mes inspirations, c'est déjà les dessins de quand j'étais gamin, que ce soit les Schtroumpfs, Tu avais dit c'est Club Dorothée aussi tout à l'heure? le Club Dorothée, tout à fait. Je dirais que en grandissant, j'ai 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 commencé à travailler avec les potes en fait. Les potes, donc le dessin animé Lascar, c'est le graffiti, c'est mon crew, le 3HC, c'est enfin c'est le graffiti, c'est la rue, c'est mes inspirations, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de moi quoi. Tu travaillais pour le projet Lascar? Alors, je sais pas que j'ai travaillé pour le projet Lascar, c'est que je fais partie de l'équipe en fait de Lascar. D'accord. Je connais bien donc les créateurs, les deux créateurs, Ismaël et Diablo, avec qui on a travaillé pour un film. D'accord. Donc voilà, c'est l'ambiance générale qui fait que en fait c'est la famille et voilà, on a plein de projets ensemble. Comment s'est passée la création du film Les Lascars? Si tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît. Je vais vous la faire brève, hein. C'est les deux créateurs, Ismaël et Diablo, qui viennent de quartier, qui ont fait des études dans le tout ce qui est scénario, animation. À l'époque, à la mode, ce qui était à la mode plutôt, c'était que quand tu sortais d'une école comme ça, ton kiff c'était d'aller bosser pour Disney. Et eux, ils se sont dit, en fait, fuck Disney, on a nous aussi une culture. Et la culture, c'est la culture de la rue. Au lieu d'aller dessiner des souris, eh ben, on va raconter notre vie en fait. En quoi ta double culture française-congolaise nourrit-elle ton art? Alors, ma double culture française-congolaise nourrit mon art, nourrit énormément mon art, je dirais même, dans la mesure où je viens d'un pays où il se passe énormément de choses. Il y a énormément de choses à raconter. Culturellement, en fait, il y a des richesses, enfin, il y a tout, en fait. Et donc, c'est un pays dont on ne parle pas assez, ou quand on en parle, c'est toujours de façon péjorative, ou alors c'est toujours de la même manière. On parle toujours des Congolais danseurs qui pensent qu'à ça. Alors qu'il se passe plein de choses. Je voudrais raconter, je voudrais dénoncer, je voudrais mettre en avant, mettre en lumière tout ce qui se passe de bien, toutes les choses positives aussi qu'il y a donc dans ce pays et surtout dans ce continent. Parce que je m'arrête pas qu'au Congo. Moi, je suis profondément africain et je me dis que en fait, l'Afrique, on est un tout. Et c'est en étant unis en fait qu'on peut faire avancer les choses. Et donc, je suis pas vraiment dans le délire, moi je suis congolais, moi je suis africain en fait. Oui, bien sûr. T'es pas communautariste. C'est ça. Mais c'est vrai vu qu'on parle pas souvent du Congo et comme tu le dis, on parle toujours des choses négatives et Dieu sait qu'il y a des choses vraiment très positives dans ce pays et des gens extraordinaires et un art, ils sont vraiment dans l'artistique naturellement. Des fois, ils ont même pas besoin de travailler leur art pour qu'ils sont vraiment très forts. Et justement, tu pars souvent au Congo? Alors oui, je pars souvent au Congo. Oui. Pas que pour les vacances, j'y vais aussi pour bosser. Il se passe plein de choses. T'inspirer aussi, te ressourcer. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, l'inspiration en Afrique, on n'a même pas besoin d'y aller pour ça. Ça nous tombe dessus. Et comment arrives-tu, Berthéwan, à mélanger humour urbain dans ton art? Ben, je m'inspire de ce que je vois. Hein. Tu sais, moi je dis souvent, dans nos quartiers, c'est un mélange du Jamel Comedy Club. Enfin, tu t'assois dans ton quartier, tu vois trois petits parler, juste tu te tais, tu les écoutes, t'es devant le Jamel Comedy Club en fait. En fait, je dis souvent, en fait, on a déjà tout en fait dans nos quartiers. Il suffit juste qu'on se mette au travail. Exactement. Et surtout, je trouve qu'il y a un manque de solidarité et un manque d'union. J'ai l'impression dès qu'une personne elle s'en sort, soit les autres le critiquent, ou soit la personne en question il part et il oublie le reste. Il y a toujours un problème. Alors j'ai envie de dire, j'espère que c'est pas toujours comme ça, mais effectivement, malheureusement, on voit des choses comme ça, mais en même temps, j'ai pas envie de toujours parler en négatif. J'ai envie surtout de mettre en avant des personnes qui justement ont réussi et tendent la main, parce que ça existe. Moi, j'en suis la preuve dans la mesure où moi, je suis artiste, j'essaie d'avancer, et puis il y a des personnes qui me tendent la main.
Dernière en date, Booba, tu vois. Parfait. Et dans Donc, quelles circonstances il t'a donné un coup de main, sans bah, dans plein de indiscrétion? circonstances. Déjà, il m'a repéré quand il a monté son agence. L'agence, il est passé à autre chose. Il continue à travailler avec moi. Euh, Enfin, tu vois, il m'a mis en lumière au moment de son concert à l'E-Arena il y a un mois de ça, Mhm. où il m'a demandé de faire une fresque pour qu'on parle de mon travail, qu'il soit vu. Et mon travail, effectivement, a été vu. Et aujourd'hui, j'ai des propositions de galeries dans des pays. Et donc, voilà, en fait, les gens donnent de la force. Et puis, pour moi, en fait, tu vois, ce genre d'aide, je me dis que à mon tour, quand j'en aurai l'occasion ou quand j'en ai la possibilité, moi aussi, je dois aider les gens. En Et tu le fait, fais déjà, Berthé? alors j'espère, en tout cas, ce que je me dis, c'est que tu vois, les choses arrivent déjà parce qu'on les fait, mais c'est pas que pour nous. Berthé, quand tu commences une œuvre, en fait, quel est ton point de départ? Alors moi, le processus de création pour une œuvre, ben, il est un peu spécial dans la mesure où bien souvent, je sais pas du tout ce que je vais faire. Sauf s'il y a, il y a, il y a une expo sur un thème, et du coup, je vais travailler ce thème dans ma tête, j'arriverai avec une idée, je vais chercher une idée. Mais pour la plupart du temps, même quand je vais graffer avec les potes, on a un mur, eh ben, je sais pas encore ce que je vais faire, mais quand j'ai les bombes et j'ai le mur devant moi, ça part en fait. Pour les tableaux, c'est la même chose. Euh, mais il m'arrive aussi d'avoir une idée, mais quand j'ai une idée, c'est relou parce que ça m'obsède. Du coup, je peux être dans mon lit, je sais pas, il est minuit, boum, j'ai une idée, mais il faut que je peigne maintenant, en fait. C'est tout de suite, il faut que. Et évidemment, je vais pas faire le fou à sortir du lit et aller à l'atelier. Par contre, ça m'obsède. Et je suis pressé à 6 heures du matin, c'est comme s'il y avait top départ. Incroyable. Donc voilà, il faut que je la pose, cette idée. Pourquoi? Parce que je fais partie de ces personnes qui pensent une idée de perdu, c'est comme si je lâchais des billets. Berthéwan, comment décrirais-tu ton style en quelques mots? Mon style, c'est un style BD Oui, et c'est un style graffiti. d'accord. En fait, c'est un style urbain, tout simplement. Exactement, tu décris un petit peu l'environnement dans lequel on vit Mm. en art C'est ça. et surtout en dérision aussi, j'ai l'impression. J'ai un style que j'apprécie, mais en même temps, j'ai pas fait d'école d'art et du coup, je sais faire plein de choses différentes. Le style dans lequel je m'exprime le mieux, c'est le style BD. D'accord. Parce que je peux m'éclater, je peux dire des vérités crues, Mhm. mais tu vas rigoler, Mhm. mais en même temps, ça va te faire réfléchir. Mais je fais aussi du réalisme. Et dans mes œuvres, comme l'œuvre que tu vois là-bas, où vous pourrez prendre des photos pour mettre des plans si vous voulez, en tout cas, je peux mettre quelque chose qui sera poétique. Et à côté de ça, je vais mettre de la BD, un truc, voilà. Et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est de faire passer des messages. Moi, j'écris. J'écris des petites punchlines, une petite phrase choc, histoire de faire réfléchir, histoire de choquer un faire peu prendre conscience aux gens. la personne qui va regarder. Bah justement, en plus, Berthéwan, tu disais que tu mettais des punchlines sur l'art que tu fais. Et justement, bah, quand je suis venu en amont avant l'interview, j'ai vu que tu écrivais des punchlines sur des billets de dollars. Et justement, d'où est venue cette idée, justement, de faire des tableaux avec des dollars et avec des punchlines? Alors, encore une fois, pour moi, c'est important parce que je ne fais que de m'inspirer de ce que je vois. Et comme j'ai grandi dans cette culture hip-hop, pour moi, les mots sont hyper importants. Et du coup ben voilà, j'ai souvent des petites punchlines en tête. Et j'ai eu l'idée de dessiner sur des billets, sur des dollars exactement. Tout simplement parce que, on va dire que en ce moment, l'Amérique, pour ne pas dire depuis toujours, l'Amérique fout la merde partout. Et c'est une manière pour moi revendicative de dire que je vous chie dessus. À ta manière, tout en exprimant ton art. C'est ça. Et ton premier album aussi, Évasion, qui a eu un gros succès, quelle expérience t'en as tiré de cet album? Eh bien, mon premier album, pour moi, ça a été une expérience. Mhm. Ça a été une expérience dans la mesure où, au départ, je me sentais pas vraiment artiste. C'était vraiment un cri du cœur. J'étais en prison, j'ai écrit une BD. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure que, en fait, si, je suis artiste. Et que, en plus, mon art plaît.
et que surtout j'ai plein de choses à raconter, j'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à dénoncer, à raconter. Cette expérience m'a permis de comprendre plein de choses dans le domaine de l'édition et surtout avec les petites connaissances que j'avais et puis les réalités, je me suis dit que en fait c'est important aussi de faire les choses de par soi-même, d'être accompagné, mais de faire un maximum de choses de par soi-même, d'apprendre et encore. Comment est né le second tome, Vivre la liberté, s'il te plaît? Alors le second tome, en fait, à la base, il n'était pas prévu Mhm. parce que j'avais déjà sorti une BD sur la prison et je voulais pas être cantonné aux mecs qui parlent que de prison, blablabla. Moi, je suis un artiste, point barre. Mais, eh bien, il y a tellement de personnes qui ont lu ma première BD, qui m'ont sollicité pour on veut la suite, on veut la suite, on veut la suite. Eh bien, je me suis dit, bon, ok, je vais vous faire la suite, mais ça va pas être ce que vous attendez. Parce que c'est vrai que la première BD, je parlais de prison, et donc je me suis dit, le second tome, ce sera qu'est-ce qui se passe quand une personne sort de prison. Et je vais raconter des réalités, Ok. des choses qu'on ne s'imagine pas. Alors, tu as créé l'association Macadam. Quelle est la mission? Quelle est ta mission justement en créant cette association? Alors effectivement, en 2013, j'ai fondé l'association Macadam, qui a deux objectifs. Le premier, c'est de faire de la prévention et de la réinsertion par l'art. D'accord. Et le deuxième, c'est d'essayer d'emmener la culture là où elle est difficile d'accès. D'accord. Quand je dis elle est difficile d'accès, souvent, c'est le cheminement dans nos têtes. Parce que moi, j'ai grandi en fait avec l'idée que les galeries, le musée, tout ça, c'est pas pour nous. Nous, on vient de banlieue, c'est pour les riches, etc. Et en fait, il y a malheureusement aujourd'hui encore énormément de jeunes qui ont un frein en fait pour aller dans ce genre de lieu. Et comment donc- t'expliques ça, Berthé, justement? Eh bien, j'ai envie de dire, la culture élitique. D'accord. Tu vois, ça veut dire qu'il y a certaines formes d'art il fut un temps, même si ça l'est de moins en moins. Écouter de la musique classique, rares étaient les jeunes de banlieue qui écoutaient de la musique classique ou qui se vantaient d'en écouter. Aujourd'hui, moi, je kiffe ça, je dessine avec de la musique classique, de l'opéra. Mais voilà, donc, du coup, on a créé notre propre culture, Exactement. notre propre délire. Et donc voilà, aujourd'hui, il y en a qui malheureusement, encore aujourd'hui, quand tu leur dis viens, on va, je sais pas, au Louvre, ils vont dire mais attends, qu'est-ce que je vais aller voir des mecs à poil dans un tableau? Et quelle histoire parmi ceux que tu as rencontrés t'a le plus marqué? Je dirais la rencontre avec Cabu. D'accord. Cabu, c'est la personne qui quand j'étais gamin en fait, je l'ai vu dessiner au Club Dorothée, c'est lui qui m'a donné envie de dessiner. Je l'ai rencontré quelques temps plus tard. C'était un truc de fou parce qu'aujourd'hui, je donne des conférences, en fait, notamment à l'ENM, qui est l'école de la magistrature. Donc, un jour, je suis en train de faire une conférence à l'ENM. Il y avait des élèves magistrats, il y avait des magistrats en fonction. Je raconte mon parcours de vie et il y a, à un moment donné, on leur donne la parole. Il y a des questions qui se posent. Il y a un mec qui lève la main et qui dit « Je voudrais prendre la parole ». Et on lui dit, enfin, je leur dis, ben, passez-lui le micro. Le mec de tout là-haut, il dit, non, je veux descendre sur l'estrade. Et en fait, tout le monde le regarde un peu, wow, qu'est-ce qu'il veut? Il descend, il monte sur l'estrade, et il me dit, je voudrais vous serrer la main. Bizarre, mais ok, pas de problème. Je lui serre la main, je vais pour retirer ma main, et lui, il garde ma main dans sa main. Il me regardera dans les yeux, il me dit, vous vous souvenez pas de moi? Je dis, non. Il me dit, c'est moi qui vous ai collé 10 ans de prison. Et à la suite de ça, il y a une journaliste qui est là, qui travaillait au Canard enchaîné à l'époque, qui est venue faire un portrait de moi. Elle s'appelle Dominique Simoneau. Et elle me dit, elle travaille avec Cabu, et vous dites souvent que c'est grâce à Cabu que vous dessinez. Et donc, il aimerait bien vous rencontrer, ça vous dit? Oh, moi, truc de fou. Et c'est comme ça que je le rencontre et qu'on devient potes. Berthé, selon toi, quel rôle joue l'art dans nos quartiers? Dans le quartier? Ouais, dans nos quartiers, si ça s'est un petit peu démocratisé, si les jeunes sont plus sensibles à l'art qu'avant. Pour toi, si tu as remarqué quelque chose de différent par rapport à avant? Moi, je dirais qu'il y a différentes formes d'art, mais aujourd'hui, on voit bien que l'art joue un rôle majeur, dans la mesure où il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui ont les réseaux sociaux.
Il y a énormément de jeunes qui s'improvisent journalistes, s'improvisent artistes, s'improvisent artistes dans tous les genres, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, tu leur donnes une caméra, ils te font des petits films, des petits scénarios, et ils assurent de fou. Il y a des jeunes voilà, qui chantent, qui font de la poésie, L'art aujourd'hui, c'est un truc de fou. Et dans nos quartiers, c'est surtout un moyen d'exister. C'est un exutoire. C'est un moyen de sortir de ce qu'on a au fond de nous. Comment vois-tu l'évolution de la scène artistique urbaine en France? Eh ben, j'ai envie de dire que si rien ne change, ça part en sucette. Pourquoi? Parce que la culture urbaine, en tout cas en ce qui concerne le hip-hop, je vais parler de ce que je connais, il fut un temps, c'était pour dénoncer les choses. Tu vois, les rappeurs, ils vivaient dans des quartiers, que ce soit aux États-Unis ou en France, ils avaient besoin de dénoncer en fait ce qui s'y passe, les merdes dans lesquelles ils vivaient, etc. Aujourd'hui, il y a les jeunes, c'est juste, je veux montrer dès que j'ai une belle voiture, je veux dire que je fais de l'oseille, machin, tout ça, alors qu'ils font même pas d'oseille. Mais bref, en tout cas, la culture, tu vois, ça passe à autre chose. Et dans quelques temps, si ça continue comme ça, alors ça va vraiment partir en sucette. Ouais. Et quelle solution on pourrait peut-être... Non, il y a déjà des solutions qui se font, tu vois. Tu m'as parlé toi-même tout à l'heure qu'il y a un artiste qui réunit d'anciens artistes. Ouais, Koffs. Eh ben, laisse-moi te dire que quand les nouveaux vont écouter ce que faisaient les anciens, ils vont se dire « Ah ouais, c'était ça le rap d'avant. Putain, il y avait des textes. Putain, ils disaient des vraies choses, en fait. » Peut-être que ça peut un peu remettre les pendules à l'heure. En tout cas, il y a des choses qui se font. Berthéwan, as-tu une anecdote de tournage, d'expo ou de fresque que personne connaît? Ben, je dirais que quand j'ai sorti ma première BD, il y a des artistes qui m'ont donné de la force, tu vois. Et il y a Youssoupha qui a été sur un plateau télé et il était avec d'autres artistes et c'était des comédiens, des machins, et on leur demandait à tous de ramener un bouquin, le bouquin qu'ils lisaient. Et ils étaient tous en train de raconter des trucs de mythos, genre moi je lis un dictionnaire, moi je lis tel livre, un bouquin comme ça. Et puis lui, il a sorti ma BD. Il a dit voilà, moi je voudrais vous parler d'un mec qui a une histoire incroyable, blablabla, blablabla. Et du coup, il m'a fait une petite promo pour me donner de la force comme ça. Donc merci à toi, Youss. Ouais, big up à toi, Youssoupha.